Des maths et bienvenue dans Historia Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Pour ce premier épisode, je vais vous amener en moins 56 avant Jésus-Christ pour vous parler d'un petit village qui va tenter de résister à l'envahisseur romain. Et je dis bien tenter. Nous sommes donc en moins 56 avant Jésus-Christ, soit 4 ans avant que Vercingétorix ne réussisse à réunir les peuples gaulois afin de combattre Jules César. Ce dernier, alors proconsul d'une république romaine vieillissante, trouve un prétexte pour augmenter son influence à Rome en venant en Gaule aider les Éduènes. Les Éduènes, un peuple allié aux Romains, demandent l'aide de ces derniers afin de les aider à combattre les Helvètes ainsi que d'autres peuples qui ont migré sur leur territoire. Jules César arrive donc avec ses légions et aide les Éduènes à repousser les Helvètes. Seulement, César ne s'arrête pas là. Une fois ce problème réglé, il décide d'amener des tribuns militaires dans tous les peuples principaux de la Gaule afin d'entamer des négociations diplomatiques et s'imposer petit à petit commercialement et économiquement. Donc il envoie en Armorique un certain Publius Crassus chargé d'entamer les négociations avec les peuples locaux. Il a demandé à ces peuples de fournir des ressources, des esclaves pour montrer leur bonne volonté de négociations avec les Romains. D'ailleurs, faisons un point sur l'Armorique. Selon César, la Gaule est divisée en 3 grands groupes distincts. Il y a la Gaule aquitaine, la Gaule armoricaine et la Gaule belge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Gaule armoricaine. L'Armorique s'étend donc sur un territoire plus vaste que la seule Bretagne, étant donné qu'il y a également la Manche, le Cotentin, l'Anjou. Donc voilà, on est sur tout l'ouest de la Gaule. Mais on va se focaliser sur ce que deviendra le futur royaume breton, donc la Bretagne. En Bretagne, il y a 5 peuples. Il y a donc les Namnettes pour Nantes, les Redonès entre Rennes et Redon, les Coriosolites qui ont pour capitale Corseul, les Osismes qui ont pour capitale probablement Carhaix, et les Vénètes qui est le peuple qui nous intéresse. Les Vénètes semblent avoir une supériorité économique sur les autres peuples, vu qu'ils imposent des taxes maritimes et commercent avec la Bretagne, donc les îles britanniques, que César va d'ailleurs tenter de conquérir par 2 fois, ce qui justifie pour la raison pour laquelle il voulait neutraliser les Vénètes, vu qu'apparemment ils étaient très proches des Bretons qui vont les aider dans leur guerre contre César. Petite précision, les Celtes de l'époque n'ont rien à voir avec les barbares qu'on peut s'imaginer parfois. Pour les Romains, tout ce qui n'était pas latin était considéré comme barbare. Mais les Celtes de l'époque maîtrisaient l'agriculture, frappaient leur monnaie, maîtrisaient la navigation. Ils fonctionnaient sous un sénat, les Vénètes avaient un sénat. Donc voilà, on est loin des clichés barbares. Ils ne se battaient plus tout nus, hein. Ils avaient des cottes de mailles, des boucliers. D'ailleurs, les Romains ont emprunté beaucoup de leur technologie militaire pour consolider leurs armées. Ce qu'ils ont souvent fait d'ailleurs, avec tous leurs ennemis. Donc nous avons Publius Crassus qui arrive en Armorique, qui demande à tout le monde d'accepter, d'engager les négociations. Dans un premier temps, les Vénètes acceptent. Ça va pas durer longtemps, mais ils acceptent. Donc ils livrent esclaves, ressources, du sel, de l'étain, tout ce qui font leur richesse pour montrer leur bonne volonté. Sauf que, quelques mois plus tard, Publius Crassus s'installe avec sa légion au niveau d'Angers et demande des ravitaillements aux différents peuples. Il envoie donc 2 hommes au Sénat vénète pour leur demander des ressources. Il s'agit donc de Quintus Velanius et Titus Ilius qui sont amenés pour parlementer avec les Vénètes. Mais les Vénètes ne sont pas très réceptifs, disons. Ils ont dû comprendre le danger commercial que représentaient les Romains et la perte de leur pouvoir si ceux-ci s'installaient trop durablement dans la région. Ils décident donc de capturer les deux émissaires et de les retenir en otage. Ce qui est ni plus ni moins une déclaration de guerre, hein. C'est assez clair. Bon, les Vénètes, ils partent plutôt rassurés dans cette histoire, étant donné qu'ils ont une grande maîtrise de l'océan, de leur territoire, ils connaissent bien les terrains, tandis que les Romains, ont l'habitude de la Méditerranée, d'une mer calme, et ne connaissent pas du tout l'environnement qui les entoure. La réaction de César ne se fait pas attendre, il sait très bien que s'il laisse un peuple lui tenir tête, les autres vont suivre et il va perdre le contrôle assez rapidement. Il prend donc la tête d'une légion et vient en Armorique pour calmer les Vénètes. Seulement voilà, les villes vénètes sont construites sur des presqu'îles, ce qui fait que lorsque la marée monte, ça se transforme en île. C'est le principe d'une presqu'île. Donc les Romains se retrouvent coincés devant les villes fortifiées vénètes vu qu'ils ne peuvent pas faire de siège correct étant donné que la marée monte et bloque l'accès. Ce qui laisse le temps aux Vénètes de tout embarquer sur des bateaux et de partir sur une autre ville fortifiée plus loin, que les Romains vont essayer de prendre, que les Vénètes vont quitter, etc., etc. C'est un jeu un petit peu long qui saoule très rapidement les Romains. César doit agir d'autant plus vite que les autres peuples d'Armorique forment une confédération, la confédération armoricaine, pour repousser les Romains. Donc César se dit qu'il faut qu'il agisse vraiment vite. César cite également dans son livre les Bretons, donc de l'île de Bretagne, qui viennent prêter main forte aux Vénètes, avec qui ils commercent régulièrement et avec qui ils ont des liens diplomatiques assez forts. Donc Jules décide d'attaquer les Vénètes sur la mer. S'il détruit leur flotte,
ils détruiront leur principale force militaire et donc auront le contrôle sur ce peuple. Il va donc pour cela se faire aider des Pictons et des Santons, qui sont des peuples situés à l'embouchure de la Loire, qui semblent avoir quelques petits soucis diplomatiques avec les Vénètes, peut-être jaloux de leur réussite commerciale, sait-on jamais, qui vont leur construire donc une flotte de à peu près 200 galères afin d'attaquer rapidement les Vénètes sur leur propre territoire. Mais pendant ce temps-là, les Vénètes rassemblent également leur flotte, qui est située à peu près à 220 navires, si on suit les chiffres de César, et attendent donc de pied ferme la flotte romaine. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut parler des navires. Les Vénètes ont des navires très robustes, en chêne massif, qui font à peu près 30 mètres de long, qui sont assez hauts, à voile. Leur robustesse leur permet d'être à l'aise sur le climat atlantique et de pouvoir approcher des récifs sans s'esquinter systématiquement. Et de l'autre côté, nous avons les galères romaines, à voile et à rame, plus petites, moins robustes, habituées au climat calme de la Méditerranée. La flotte romaine est menée par un certain Brutus. Non, c'est pas le fils de César, des Brutus à l'époque, il y en avait beaucoup, quoi. On les compte plus. Il y en a partout. Et César vient avec ses légions au niveau des côtes pour observer la bataille. Donc ça va se situer quelque part dans le golfe du Morbihan. Vu que les Vénètes étaient basés dans ce secteur, leur capitale était probablement Locmariacaire, Vannes, peut-être Auray. La flotte vénète attend, Brutus met du temps à arriver, on ne sait pas trop pourquoi. Donc voilà la flotte romaine au large et la flotte vénète et ses alliés au niveau du golfe. La bataille peut donc commencer. Dans un premier temps, l'avantage est aux Vénètes. Leur navire robuste leur permet de résister aux navires romains et leur hauteur les protège des flèches et des javelots des légionnaires. Ils peuvent également éperonner les petites galères qui tournent autour. Donc faut bien imaginer que César est tout avec ses légions au niveau de la côte et qui regarde cette bataille et qui voit sa flotte galérer comme pas possible. Donc les Vénètes sont plutôt en bonne voie pour la victoire jusqu'à ce qu'un événement imprévu vienne tout foutre en l'air. En effet, leurs gros navires naviguent exclusivement à voile, tandis que les galères romaines ont des rames. Et qui dit voile, dit vent. Sinon, ça ne marche pas. Et tout le problème vient de là, puisque tout d'un coup, sur le champ de bataille, le vent tombe et il n'y a plus un mouvement dans le ciel. Donc les navires vénètes se retrouvent totalement immobilisés et les Romains vont pouvoir commencer à s'amuser. Donc les Romains et leurs petites galères à rames vont approcher des gros navires vénètes immobilisés et à l'aide de longues faux, qu'on appelle des corbeaux, ils vont couper tous les cordages des voiles, ce qui mobilise définitivement les navires vénètes. Et ensuite, ils peuvent monter à l'abordage et opérer un véritable carnage. Ça rime. Étant donné qu'au corps à corps, les Romains ont largement prouvé leur supériorité grâce à leur discipline, et ils arrivent assez rapidement à mettre à terme à cette bataille. César, voyant ça, peut plutôt jubiler dans son coin, mais pour être sûr qu'il soit bien calmé, César va faire exécuter tous les survivants de la bataille, va faire massacrer le Sénat vénète et réduire en esclavage une bonne partie de sa population. Donc suite à cette défaite et à ce massacre, les autres peuples armoricains décident de déposer les armes et de se soumettre à César, ayant peur de subir le même sort, j'imagine. Oui, parce qu'il faut savoir que même pour l'époque, César était considéré comme un mec plutôt violent. Étant donné que Plutarque écrivait plus tard que durant la guerre des Gaules, il y avait probablement eu à peu près 1 million de morts et 1 million d'esclaves. Donc suite à cette écrasante victoire, César fortifie Darioritum et en fait la capitale de ce secteur qui va devenir tout à fait gallo-romain comme tous les autres. D'ailleurs à l'appel de Vercingétorix, lorsqu'il sera retranché à Alésia, les Armoricains vont aller l'aider, il y aura à peu près 20 000 hommes, mais il ne semble avoir aucun Vénète dans cette histoire. Donc c'est seulement quelques siècles plus tard, lors de l'effondrement de l'Empire romain, que les Bretons migreront des îles britanniques pour venir en Bretagne, effonderont le royaume breton et tout un tas d'autres histoires à raconter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc c'est la première, j'ai encore beaucoup de choses à voir et à travailler. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. Dites-moi ce que je peux améliorer, ce que je peux faire. Voilà, je compte en faire d'autres, j'ai plein d'idées. Donc voilà, si vous pouvez partager autour de vous, comme ça on pourra parler d'histoire de Bretagne tous ensemble, il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà, partagez sur Facebook, vous abonner sur YouTube, ce serait génial. Allez, Trugaré à Kenavo!